toujours ensemble. Union pour la paix, le progrès de la patrie. UNC, toujours au service du peuple. C'est le parti du développement. UNC, et travail, progrès. UNC, le rat de la terre du Congo. La locomotive de l'Afrique, c'est le parti du renouveau. Nous l'union pour la nation congolaise, luttons et lutterons toujours pour la paix, la défense de la patrie et de la démocratie pour le bien-être du Congo. Tout le monde. Je suis content qu'avec cette semaine, j'ai retrouvé des gens qui m'ont donné ce courage. Ils m'ont dit que tout est possible dans le monde. Et chez nous, donc, dans cette salle, c'est une salle de monde est possible. On peut prendre l'impossibilité à la possibilité. Voilà, c'est pour cela que nous avons choisi cette salle. Donc, il y a toujours possibilité de relever le pays, relever la vie, de relever là où il y a la précarité. Consacrez votre temps et merci aux intervenants aussi pour le privilège que vous nous accordez. Vous êtes venus de Paris, M. Mala surtout, et puis les autres qui sont ici être illégitimes. Donc c'est une personne bien placée pour nous parler de l'impact de l'événement extérieur. Je vous invite donc à le suivre attentivement. Je vous remercie. Je vous laisse la place. Généralement, je n'ai pas besoin de micro parce que on porte bien. Donc, si vous êtes d'accord, on va se passer du micro. Pas de souci. D'accord? Pas de souci. Tant que vous êtes à l'aise. Oui. Bien. Je prends votre place ou je reste ici? Non. C'est bien ici. Devant, c'est mieux. Devant. D'accord. Ok. Bon, c'est un plaisir d'être avec vous et de répondre à cette invitation. Et je suis très heureux que vous ayez intégré dans le programme de votre journée ou de votre demi-journée la problématique de la dette qui, bien souvent, est mise de côté ou considérée comme quelque chose d'inévitable. Parce qu'il y a une sorte de dogme selon lequel tout pays du Sud qui prétend se développer doit absolument recourir à l'endettement extérieur. Et à partir du moment où c'est un dogme, donc on ne peut pas remettre en cause, il est très difficile d'adopter une position critique par rapport à la dette. Or, justement, ce que démontre l'histoire de toute une série de pays, ou l'écrasante majorité des pays, c'est que le recours à l'endettement extérieur est un élément clé du maintien du sous-développement, de la subordination à l'égard des grandes puissances et des élites locales aussi qui en tirent profit. Dans les documents que vous avez à votre disposition, il y a ce petit livre avec un titre qui joue sur l'ambiguïté, procès d'un homme exemplaire. On pourrait imaginer qu'un homme exemplaire, c'est un exemple à suivre. Et donc, j'ai cherché l'ambiguïté pour provoquer l'intérêt parce que je parle d'un Belge qui a été directeur exécutif de la Banque mondiale et du FMI, qui a participé à la table ronde préparant l'indépendance du Congo, qui a été un conseiller de Mobutu jusqu'à la fin, quasiment, du régime de Mobutu,
un personnage très important en Belgique, couvert de médailles. Il s'appelle Jacques de Groot. Il a maintenant un peu plus de 90 ans. Et son passé, quelque part, l'a rattrapé au début des années 2000 parce que il y a eu un procès contre lui intenté devant la justice suisse pour corruption et notamment enrichissement illicite de ce personnage suite à la privatisation de mines en Bohème, donc dans l'ancienne Tchécoslovaquie, parce qu'il ne s'occupait pas simplement de la RDC, il s'occupait aussi des pays de l'Est ayant adhéré à la Banque mondiale, et il a organisé la privatisation d'une mine, comme il l'avait fait du côté du Zaïre et puis de la RDC. Et au travers de cette privatisation, il s'est lui-même directement enrichi. Et donc je raconte l'histoire de l'intervention de ce personnage dans l'évolution du Congo, et puis dans d'autres affaires. Et donc tout ça est résumé d'une manière brève, facile à lire. Il y a une introduction d'une ancienne ministre malienne, Aminata Traoré, qui est aussi écrivaine. Et il y a une petite postface de Jean Ziegler, qui a été rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation et qui est un ami personnel. Et qui est membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Bon, donc, si vous avez l'occasion de lire ce petit livre, vous pouvez me contacter. Ensuite, si vous avez des commentaires, des questions, Jean peut vous remettre mon courrier électronique, mes coordonnées, on peut être en contact. Alors ça, je ne peux pas vous l'offrir, mais je vous recommande ce petit livre qui s'appelle Promenade au Congo et qui est un sous-titre, qui a comme sous-titre Petit guide anticolonial de Belgique. Et donc en fait, c'est une visite guidée des lieux symboliques ou des lieux qui symbolisent en Belgique le passé colonial. Et donc évidemment, c'est un guide critique des monuments comme la statue équestre ou les statues équestres de Léopold II, etc., celle qu'on trouve en plein centre de Bruxelles, ou l'autre statue de Léopold II que vous avez sur la promenade à Ostende, par exemple. La préface de ce livre, c'était écrit par un auteur belge qui s'appelle Luca Catherine, un néerlandophone. Mais à propos justement des symboles du passé colonial, si vous habitez Liège, certains d'entre vous habitent Liège, il y a à l'hôtel de ville, dans la salle dite des pas perdus, dans la grande salle, où tout le monde normalement passe quand on vient au conseil communal, il y a une plaque commémorative célébrant le rôle civilisateur des coloniaux belges, des militaires belges à la fin du 19e siècle. Et ça fait maintenant une bonne quinzaine d'années que nous interpellons le bourgmestre de Liège pour lui dire que ou bien il faut enlever cette plaque, ou bien il faut accompagner cette plaque d'une explication critique du passé colonial de la Belgique et de ses responsabilités par rapport aux crimes commis par le régime de Léopold II et puis par la Belgique qui a succédé à Léopold II. Et nous n'avons pas réussi à convaincre Willy de Meyer de faire cela. Il dit que c'est simplement une trace du passé, de l'histoire, et donc pas besoin de le commenter, etc. Donc je pense qu'il faudrait continuer à l'interpeller là-dessus et prendre
reprendre l'initiative. Bon, maintenant, je passe directement à mon exposé, puisque c'est une perspective historique sur les questions de la dette réclamée à la République démocratique du Congo. Alors, quelque part, du point de vue des dettes, on peut dire que ça commence, on peut commencer avec Léopold II, qui obtient des grandes puissances européennes de devenir le propriétaire d'un territoire et d'un peuple, ou deux peuples, et d'appeler cela le Congo à partir de 1887. Je ne vais pas revenir sur les conditions dans lesquelles Léopold a mis sous une coupe réglée les populations du Congo, a commis des crimes contre l'humanité. Ça a été dénoncé à l'époque par des intellectuels, par des organisations, notamment le fameux auteur de Sherlock Holmes. Je ne sais pas si vous savez que Conan Doyle, qui a écrit les romans de Sherlock Holmes, a participé à une campagne dénonçant les crimes de Léopold II. Il y a aussi un autre écrivain, Joseph Conrad, qui écrit, j'ai oublié les ténèbres. Coppola en a fait Apocalypse Now, donc un roman qui décrit l'exploitation du peuple congolais, un roman écrit à la fin du 19e siècle. Donc Joseph Conrad. Mais il y a toute une série d'organisations aussi qui ont dénoncé les crimes de Léopold. Léopold II s'est très enrichi alors qu'il n'a jamais mis les pieds au Congo. S'est enrichi notamment en faisant couper des mains, en faisant exécuter des personnes pour soutirer un maximum de caoutchouc naturel et d'autres produits du Congo. Et alors qu'il s'enrichissait, en même temps il accumulait des dettes pour financer son entreprise coloniale. Et à un moment donné, ces dettes ont pris un volume tel qu'il s'est dit qu'il fallait qu'il se débarrasse de ces dettes. Comment s'en débarrasser? En léguant sa propriété, le Congo, à la Belgique en 1908. Ça fait un débat dans le Parlement belge, parce que certains parlementaires ont dit, bon, à la limite on veut bien du Congo, mais pas des dettes contractées par Léopold II. Et malgré cela, la Belgique a repris la dette contractée par Léopold II et a exploité évidemment le Congo belge en prolongeant ce qu'avait fait Léopold II, en changeant certaines méthodes, mais fondamentalement en maintenant un régime totalement irrespectueux des droits élémentaires de la population congolaise. Je ne vais pas faire un résumé de comment la Belgique a exploité sa colonie, le Congo belge. Je vais juste indiquer que la Belgique s'est elle aussi endettée tout en exploitant le Congo. Et notamment la Belgique s'est endettée auprès de la Banque mondiale, organisme multilatéral créé en 1944 suite à la conférence de Bretton Woods, qui est entrée en activité en 1945. Et la Belgique a fait plusieurs emprunts auprès de la Banque mondiale pour un montant à l'époque d'un peu plus de 120 millions de dollars, ce qui aujourd'hui, en dollars d'aujourd'hui, ça représente, disons, 1,5 milliard d'euros. Et c'était donc des dettes contractées par une puissance coloniale auprès de la Banque mondiale pour continuer l'exploitation des ressources naturelles de sa colonie. Et donc, si vous voulez, et comme ça, on va démarrer à parler d'éducation permanente, mais moi je préfère parler d'éducation populaire. Et vous verrez pourquoi. Je ne vais pas que je suis pas tout tourner le dos.
vous en avez parlé dans votre exposé. Il y a des personnes qui viennent d'Afrique, et pas que du Congo, hein, c'est là. et Adam. Hein. Donc, et puis, que vous l'aviez dit, qu'il y a quand même ce rêve de l'Europe hein, qui va. On a des maisons 4 façades, hein, d'accord? Et on se retrouve finalement sans papier ici, hein, sans rien, sans droit. Parce que finalement, on reste dans la logique que M. Éric Toussaint a montré, et que vous avez aussi montré à travers votre exposé, c'est quelque part, derrière la dette, c'est les puissants de l'Europe qui gouvernent et qui tirent les ficelles. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas, et Tshisekedi n'arrive pas? Mais c'est parce que les pressions internationales, et aujourd'hui c'est multipolaire, depuis la crise avec les pays de l'Est, tout s'est divisé, et il y a la Chine, il y a l'Amérique, il y a l'Europe qui fondent comme des vautours sur l'Afrique. Et quelque part, si vous voulez, la dette appauvrit hein, les Africains. Vous appauvrit. Et quand on parle d'éducation populaire, on parle de la classe ouvrière. Et la classe ouvrière, aujourd'hui, c'est à la fois tous ces jeunes qui travaillent dans les mines, dans les usines, mais c'est aussi des jeunes étudiants qui ont fait l'université. Moi, je connais un jeune de Conakry qui a fait les mathématiques, qui est venu en Belgique, il s'est retrouvé sans papier. Il est venu ici pourquoi? Mais parce que quand il était en 3e année de baccalauréat, comme beaucoup d'autres Guinéens, il n'a plus vu d'avenir devant lui chez lui à Conakry. Parce qu'il n'y a pas de place pour des cadres intermédiaires, parce que tout est phagocyté au niveau de l'administration. Et qu'il n'y a pas de réel développement des infrastructures. C'est ce que M. Toussaint a dit dans son exposé avec la sidérurgie. Finalement, on a construit des belles usines, finalement, après, elles sont mouillées parce qu'on n'a pas structuré les gens en place. Okay? Et donc, pas mal de jeunes arrivent ici en Belgique et finalement, ils viennent ici parce que, en plus que l'Europe rend l'Afrique dépendante par la création de la dette, hein, elle la rend aussi dépendante parce qu'elle vient pomper les cerveaux et les mains d'Afrique. Hein, vous en êtes un exemple. Hein, un cerveau, hein, donc, où finalement l'Europe profite de ça, mais aussi de la main-d'œuvre. Parce qu'une bonne partie des jeunes qui viennent d'Afrique se retrouvent chez nous à travailler dans les immeubles, hein, en sous-traitance, 5 € de l'heure, 6 € de l'heure, hein, comme travailleurs dans l'ORECA, dans le nettoyage. Et avec l'école des solidarités, c'est un peu l'éducation permanente. C'est partir, non pas du savoir de l'expert, du docteur universitaire, mais c'est partir du savoir des travailleurs ici, des travailleurs migrants, sans papier, qui se trouvent à l'école des solidarités, pour construire une connaissance, mais une connaissance qui n'est pas une connaissance toute faite. L'éducation populaire, c'est d'abord une éducation qui part de l'émotion que les personnes vivent, où elles peuvent expliciter la dépendance, l'oppression qu'elles subissent. Quand un jeune dit, mais moi, hein, je me trouve à travailler dans une boulangerie de Liège, à du
5 € de l'heure, je me blesse, j'ai un accident, je ne peux pas me soigner puisque je n'ai pas vraiment l'accès aux soins. Parce qu'il faut faire beaucoup de démarches pour avoir l'aide médicale urgente. Il faut aller au CPS, etc. Et donc, si vous voulez, on fait venir la révolte, quelque part. Mais la révolte toute seule, ça n'a pas beaucoup de sens. D'accord? Cette intelligence émotionnelle, elle est importante, mais en elle-même, elle n'a pas de sens. Je veux m'adresser aux cadres, futurs qui sont là. Je veux m'adresser aux Congolais qui attendent les postes. Tout le monde a un projet caché. Chacun d'entre nous a fait des démarches certaines. Et ils attendent le moment venu. Vous allez occuper le poste à Kinshasa. Le moment venu, nous allons occuper les postes à Kinshasa. Hélas, que ces postes ne deviennent pas des mangeoires, que ces postes ne deviennent pas une table où les gens vont rivaliser avec Gargantua ou Pantagruel dans la gabegie financière, dans les vols des Congolais. Parce que lorsque vous avez volé 35 millions, lorsque vous avez volé 40 millions, dédié à un projet social, c'est que vous avez tué le pays, vous avez tué des gens dont cet argent, principalement, devrait bénéficier et de prime abord le pays. Voilà. Je vais donc exposer sur le méfait, ou carrément, je veux dire le titre, l'endettement de la République, de l'endettement extérieur, ou même intérieur, on va dire extérieur, de la République démocratique du Congo. Est-ce que cet endettement est-il indispensable? Est-ce que cet endettement constitue un frein ou un vecteur, un levier de développement pour notre pays? Je crois que, historiquement, M. Toussaint a jeté les bases. Il nous a appris pas mal de choses, peut-être que nous ignorons que cette dette qui est la nôtre aujourd'hui est une dette que nous avons, on nous a léguée. Ce n'est pas un héritage qu'on a voulu. Il nous a été légué, on a été contraint de l'accepter avec certaines complicités dont M. Toussaint, comment dirais-je, s'est épanché plutôt très largement. Ah ben, au Congo, est-ce que vraiment le Congo a besoin de s'endetter? Est-ce que vraiment le Congo a besoin de s'endetter? Vous serez peut-être étonné, mais moi je vais vous dire que oui, le Congo a besoin de s'endetter. Je dis bien le Congo, je ne parle pas de l'élite congolaise. Parce que lorsque je dis que le Congo a besoin de s'endetter, c'est que le Congo, par l'entremise de gens qui sont censés travailler pour le Congo, vont prendre le crédit pour le bénéfice du Congo, pour le bénéfice du Congolais. On ne parlera pas de 10%, on ne parlera pas de 20% de Mobutu, on ne parlera pas, je ne sais pas quoi, de l'argent qui reste en Belgique, de l'argent qui reste à Paris, de l'argent qui reste à New York, alors que cet argent était dédié à la nation congolaise. Je dirais aussi, est-ce que cet endettement est vraiment nécessaire? Je dirais encore oui. Pourquoi? Parce que le Congolais, dans l'ensemble, n'a pas encore atteint, vous allez peut-être être choqués. Parce qu'aujourd'hui, l'économie est mondiale. Aujourd'hui, il n'y a plus de frontières. Qu'est-ce que le Congolais offre sur le marché technique, des technologies? Qu'est-ce que le Congolais offre sur le marché des finances? Qu'est-ce que le Congolais offre sur le marché de la culture? Ah ben, notre offre est minime. Voilà pourquoi je dis qu'il est vraiment indispensable que le Congolais s'endette pour le bienfait du Congo. Déjà, je crois, en 2000,
7 ou 9, on a créé ce qu'on appelle la Direction Générale de la Dette Publique des GDP. C'était, on fait les comptes par décret, le 3 décembre 2009. Et lorsque vous suivez le canevas, le cahier de charge de cette institution, waouh, vous dites, mais non, les choses doivent marcher. Les choses marchent. En vérité, je vous le dis, les choses ne marchent pas. En vérité, je vous le dis, tout le monde a eu à le constater. Cette institution noble qui est censée participer aux pré-négociations pour lever des fonds pour le développement du Congo, eh bien, cette institution qui, à la fin de chaque année, vous donne quand même un bilan élogieux, un bilan explicatif pour les résultats, alors ils sont nuls du point de vue social. Qu'est-ce que nous allons dire? Rien du tout. Voilà pourquoi moi je vous dis que cet endettement qui nous engage tous, nous devrait plutôt en principe nous révolter. Et voilà pourquoi moi je dis, le cadre que nous sommes, le cadre en devenir, le futur ministre, le futur conseiller, le futur directeur de cabinet, hélas, lorsque vous avez pris vos fonctions, lorsque vous négociez de prêts, de financement, des emprunts pour le Congo, hélas, de grâce, soyez patriotes. J'ai agi. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Encore une fois, voilà. Mais comment aboutir à tout cela lorsqu'on se retrouve dans un pays tel que la République démocratique du Congo, pays dans un processus de démocratisation, nous le souhaitons, mais les choses ne sont pas telles que nous le voyons ici. Nous qui sommes de la diaspora, où on a la liberté de se réunir comme ça, la liberté de parler, la liberté de revendiquer. On peut dire que nous sommes ici dans un état de droit. Mais qu'est-ce qu'il faut attendre par un état de droit? C'est pourquoi nous avons jugé ici de clôturer toutes ces interventions avec maître Francis Dius, qui est avocat. Il a aussi un double master en droit international de droit de l'homme et en droit permanent de la Constitution européenne. Et aussi, il est entré de faire son DS pour la défense des terres. Maître Francis Dius a une expérience en droit constitutionnel et droit administratif. Il a plusieurs publications dans son actif. Donc, il va devoir nous exposer dans l'état de droit, parce que nous parlons de gouverner autrement. Le mot la bonne gouvernance est sorti de la bouche de François Mitterrand à l'époque, lors du sommet de la bonne, pour exiger aux États africains la bonne gouvernance dans un régime qui doit être démocratique. Donc, je vous invite donc à réserver une ovation aussi pour mettre Francis Dius sur l'état de droit. Il faut attendre par l'état de droit. Je vous préviens que c'est un de droit, mais il ne va pas s'adresser aux juristes, il va s'adresser à la masse. Merci pour la parole. Oui, merci beaucoup, chers amis. D'abord, je suis fier d'être ici parmi vous, parce que d'abord, je vois ici l'INC, la photo de quelqu'un que j'ai connu comme étudiant. Et je vous dis, ce n'est pas pour nous flatter, mais c'est quelqu'un qui est resté simple depuis qu'il était au campus. Il a terminé en 90, il était encore en deuxième année, au moins parce que j'avais aussi fait en année. Et c'est un monsieur, quand il était président de l'Assemblée nationale, il recevait facilement. En tout cas, je ne connais que 2 amis qui étaient là. Il y a eu beaucoup d'amis qui sont des ministres. Il n'y a que lui, Kamé Rita, et puis aussi David Mokia. Donc des gens qui sont restés simples. J'espère que parmi nous, ceux qui seront aussi ministres et des femmes, ils auront aussi cette facilité-là de se faire approcher. Bon, moi, je sais que je suis vraiment flatté d'être invité par notre ami Célé, de la notre famille. Nous avons fait avec lui le master spécial. Comme il a présenté, je suis avocat. Après avoir fait des études au Congo, j'ai
plus de 20 ans. Enfin, je suis avocat pendant plus de 20 ans. Depuis que je suis ministre en études. J'étais avec lui aussi. Et il sait qu'au cours où j'étais actif, d'ailleurs, lui m'avait donné un surnom. Il m'avait donné un surnom, l'historien du droit. Hein? Pourquoi? Parce que j'ai écrit ces ouvrages. Avant d'arriver à l'état de droit, vous devez savoir qui je suis. J'ai écrit des ouvrages. Le premier ouvrage que j'ai écrit, ce sont les réformes institutionnelles en RDC. Tome premier, paru à Paris, le 4 septembre 2008. Le deuxième ouvrage, celui qui se vend le plus, c'est les 10 erreurs historiques pour moi indépendants de 1960 à 2016. J'ai démontré que de 1960 à 2016, depuis la table ronde jusqu'à présent, jusqu'en 2016, le Congo indépendant, les hommes qui ont connu 10 erreurs, c'est l'ouvrage qui se vend le plus. Mais il y a un autre ouvrage, le troisième ouvrage, pouvoir judiciaire et constitutionnalisme en RDC. On va en parler ici. Cet ouvrage, c'est un ouvrage qui est très technique, surtout pour les juristes. Et moi-même, j'ai été surpris en regardant ce groupe de chercher les ouvrages du droit judiciaire congolais. J'ai vu droit de la prise au devoir de apparaître en France. Je vais dans la bibliothèque, je vous dis l'état de droit, je vois mon ouvrage, pouvoir judiciaire et constitutionnalisme de RDC, mon ouvrage. Donc, ceci signifie qu'un étudiant, que ce soit au Congo ou ailleurs, qui utilise cet ouvrage-là, le professeur valide ça dans son mémoire ou dans son travail de certaines études. Pouvoir judiciaire et constitutionnalisme de RDC, j'ai démontré que la constitution du Congo, actuellement, c'est une constitution sans constitutionnalisme. Mais on en parlera peut-être autrement. Le quatrième ouvrage, c'est les réformes institutionnelles RDC, tome 2. Pourquoi j'ai dit tome 1 et tome 2? C'est 10 réformes. Et parmi les réformes, je suis content de ce que mon professeur a dit, il parle de l'éducation permanente. Parmi les réformes, je parle de la réforme culturelle, la réforme des mentalités. Donc, je parle de le premier tome de réforme constitutionnelle, politique et constitutionnelle, réforme administrative. Notre pays est mal administré. Réforme économique et financière, réforme. Je ne suis pas économiste, mais de grand cadre. Comment réformer le grand cadre de notre économie? Réforme du droit et de la justice, et puis réforme de l'armée et de la sécurité. Et d'ailleurs, à cause de ces 5 problèmes, parce que ça a coûté de la sécurité, j'ai été interpellé le code de Kabila. Comment j'écris un ouvrage sur l'armée. Et le deuxième tome parle des réformes, d'abord de l'éducation. Je ne peux agir que selon ces règles-là. C'est là la naissance de l'état de droit. Donc, celui qui a le pouvoir d'éditer des règles, de les modifier, il a même le pouvoir de faire exécuter ça par la force, de faire sanctionner leur violation, mais il se dit, je suis limité par ça. C'est ça l'état de droit. C'est comme ça que l'état de droit. Ça, c'est donc sur le plan historique. Mais il y a un auteur, Tom Bingham, c'est ça, et là je vais rejoindre maintenant le gouverneur au Togo, un auteur britannique, qui dit l'état de droit, c'est que, comme ici, nous sommes un parti politique, nous arrivons au pouvoir, l'état de droit c'est quoi? C'est savoir transformer la politique en droit. Nous avons un projet, avec notre ami, il nous dit voilà, éducation populaire. Mais comment transformer le programme politique en droit? Donc, au niveau du Parlement, comment faire en sorte que notre programme politique devienne une loi? C'est ça, c'est ça justement. Hein? C'est comme ça qu'il faut comprendre l'état de droit. Donc, comment maintenant on va comprendre l'état de droit? Georges Bataille dit l'état de droit, c'est la symbiose entre, d'une part, l'autorité de l'État, la puissance publique, de l'autre, les droits et libertés fondamentaux. Donc, quand là-bas, on se penche beaucoup plus du côté de l'autorité de l'État, c'est le règne de l'arbitraire. Quand là-bas, on se penche du côté des libertés individuelles, c'est l'anarchie. Pourquoi? Parce que quand l'autorité se déclare liée par les règles, on dit l'état de droit. Mais quand l'autorité décide selon son libre arbitre, c'est l'arbitraire. Donc, ce qui veut dire que à l'origine, le mot arbitraire n'avait pas une connotation péjorative. Mais le mot arbitraire a une connotation
péjoratif parce que l'état de droit, c'est devenu une notion essentielle des sociétés libérales. Pour la qualité de la journée, vous avez vu l'organisation, on peut applaudir pour lui. On a travaillé ensemble avec le comité, il y a le camarade Papi Koutou qui est là, qui fait aussi intérim de secrétaire fédéral adjoint, il y a tout le monde, et pour avoir ce résultat. Je remercie nos intervenants, merci beaucoup. C'était, je dirais, une journée de haute facture. Je crois que vous m'avez vu en train de faire le reportage, ça se fait online. Donc à Kinshasa, tout le monde a suivi ou suit de près ce que nous faisons ici et on vous encourage. J'ai même vu les débats des gens sur l'endettement, sur le Congo, sur ce que le maître Francis vient de dire. Les gens réagissent et c'est très important. Alors nous n'allons pas traîner, on va passer rapidement au débat parce qu'il y a un autre groupe derrière, vous voyez, qui nous attend. Je voulais d'abord présenter les excuses de Madame la secrétaire générale adjointe, Maman Miss Henriette Massango, qui devait être là parce qu'elle est en Belgique et devait arriver ce matin. Malheureusement, son avion atterrit ce soir, donc elle s'excuse. Chers camarades, c'était pour moi un honneur d'avoir le professeur. Donc, je l'appelle déjà professeur, excuse-moi, Francis, avec moi dans cet atelier où nous avons eu participants qui sont intervenus afin de réfléchir, d'apporter une réflexion sur ce que nous aimerions que soit notre État demain, notre pays demain. D'emblée, nous nous sommes mis tous d'accord que l'état de droit dans notre pays n'existe pas. Bien que l'article de la Constitution stipule que la RDC est un pays de l'état de droit, mais au vu du mécanisme, au vu des explications, au vu de l'exposé donné par Maître Francis, nous sommes arrivés à une conclusion que l'état de droit n'existe pas. Parce que pour qu'il y ait état, il y a des normes. Pour qu'il y ait état de droit, cela suppose qu'il y ait une justice, une bonne justice. Et concernant cette justice, il y a des intervenants qui sont intervenus pour dire qu'il faut qu'il y ait une justice équitable et réparatrice. Comme vous savez, notre pays, la justice ne permet pas à poursuivre les criminels. Et avec la réflexion que nous avons eue avec Maître Francis, nous nous sommes dit qu'il faut qu'il y ait maintenant une justice de proximité. Rapprocher la justice, que chaque fois qu'il y a un crime, que cela soit jugé au niveau provincial et non pas monté au niveau national. Il a proposé que nous puissions avoir, comme en 1960, même après la conférence de Luabourg, que nous puissions avoir, si j'ai bien suivi, une justice fédérale et une justice provinciale. Pourquoi? C'est pour essayer de rapprocher la population vis-à-vis de sa justice. Ça, c'est ce qu'il a dit. Et moi, venant de l'Est de la République démocratique du Congo, je peux vous dire que cette justice, elle est importante. Dans quel sens? Parce que quand nous voyons les problèmes que traverse notre province, quand nous voyons le problème que nous avons tous les jours, il y a de ces victimes qui ont peur à dénoncer leur bourreau. Tout simplement pourquoi? Parce que la justice n'existe pas. Mais comment faire pour qu'il y ait cette justice-là? Ça, nous laissons peut-être plus tard à ce qu'il y ait d'autres ateliers pour réfléchir comment faire en sorte que notre justice puisse poursuivre et appliquer la justice. Bonjour, Madame Marie-Nicole pour la commission numéro 3.
Je vais être très brève parce que ma commission a traité un sujet qui s'apparentait à la commission 2. Chez nous, il était question de l'enlèvement extérieur, oui ou non, indispensable ou pas pour la République démocratique du Congo. Les intervenants, pour ne pas revenir là-dessus, les deux intervenants, il y a l'un qui nous a parlé de l'historique de cette dette et qui les qualifiait clairement des dettes odieuses qui devaient normalement ne plus être remboursées. Les Congo devaient voir dans quelle mesure obtenir l'extinction de ces dettes odieuses. Et l'autre intervenant, pour lui, la dette était indispensable à partir du moment où elles étaient. Camarade Gilles qui a proposé que les dettes, oui, mais à partir du moment où elles sont encadrées, ciblées. À quoi ça va servir? Alors là, il y a le pays a bien raison de contracter une dette si c'est destiné à des fins utiles. Camarade Guy Massoudi, non pour les dettes parce qu'il y a moyen de gouverner autrement. Il a donné l'exemple des poissons. Les Congo importent les poissons alors que si on s'est doté des moyens techniques comme il faut, on peut générer des recettes nous-mêmes en exploitant nos propres rivières. Et puis j'ai eu camarade Zola qui posait la question sur les remboursements des dettes. Et de cette question, il résultait le fait que M. Dibala a proposé qu'avant de parler du remboursement des dettes, on doit d'abord commencer par voir les problématiques de ces dettes-là qui sont dites odieuses. On ne peut pas, on doit plutôt chercher à l'exemple des pays latins comme la Bolivie l'ont fait, de voir dans quelle mesure nous pouvons bénéficier de l'extinction de ces dettes-là, parce qu'elles étaient contractées par les individus à l'époque, par Léopold II, ensuite, c'était devenu des dettes de la Belgique, qui ont servi plutôt à la Belgique pour mieux exploiter la colonie belge qui était. Et puis, j'ai eu encore par rapport à ça, M. David Massamba, qui pour lui aussi c'était non à la dette extérieure parce qu'il y a selon lui la possibilité d'éviter la dette extérieure en gouvernant. Donc voilà. Je suis membre du parti LC, donc voilà. Là je suis en train de représenter mon groupe, votant sur l'impact complètement sur la vie politique sociale du Congo, c'est le cas du Congo, mais en général pour les pays tiers-monde. Tous ceux qui sont passés dans ces groupes-là, il n'y en a pas beaucoup malheureusement. J'aurais bien voulu voir le professeur arriver, éclairer un peu certaines questions qui sont restées en suspens, mais voilà, il n'est pas passé comme non plus le professeur des droits. Du moins les praticiens des droits. Mais bon, il y a eu quand même des gens qui sont passés, qui ont enrichi les débats. Sur la question de l'impact de l'endettement, tous, on a fait un constat, et que cet impact était plutôt le fait qu'il y avait plus d'enrichissement du politique. L'homme politique congolais, ainsi que d'autres membres de ces groupes de gens qui pillent les pays, se sont enrichis par l'effet de cet endettement. Donc on a eu à faire des détails par rapport au fait que les gens se sont enrichis, ils ont construit des maisons parce qu'ils sont allés conclure des contrats sans vraiment mettre au devant de la scène l'intérêt des Congolais. Ce point avait été évidemment expliqué en détail par M. Dibala, et il avait bien sûr raison. Et donc nous tous on était d'accord sur ces faits-là. Il y a eu par conséquent donc l'appauvrissement de la population. Parce que d'un côté, si les gens s'enrichissent parce qu'ils se sont endettés au gré de leurs propres intérêts, de l'autre côté, la population a souffert. Clairement, ce constat est fait. Et il y a aussi une remarque qui a été présentée par un collègue. Il y a eu donc carrément, par rapport au sous-développement, il y a eu une destruction du développement durable. Donc, puisque l'argent qui avait été pris dans le cadre de cet endettement n'a pas servi au pays pour un freinage, destruction du développement. C'est un constat fait et c'était juste. Eh bien, M. José, quant à lui,
un financier tout fait. Il a plutôt relevé le fait qu'il y a eu au niveau des banques, du moins au niveau des banques étrangères, une manœuvre d'enrichissement par rapport à nos banques à nous. Parce qu'il a expliqué en disant que si l'argent pris dans un cas d'endettement arrivé au niveau des banques étrangères, par conséquent, les bénéficiaires qui étaient nous autres les Congolais, eh bien, on était dans la souffrance, donc on n'était pas bénéficiaires de cet endettement. Voilà, ça c'était les éléments présentés dans ce contexte-là. Il y a aussi pour les pays, il y a une charge qui se crée par l'endettement. Et cette charge pour les pays, ça conduit les pays dans un, si vous voulez, dans le spirale. Donc clairement, voilà, le cercle vicieux, en effet, oui, c'est ça. Donc c'était un problème qui s'est posé comme conséquence. C'est l'atelier qui a été carrément les parents pauvres, au point où on s'est posé des questions. Ouais. C'est l'atelier où il y a eu moins d'engouement, au point où nous nous sommes dit, est-ce que cela ne traduit-il ou ne traduit-elle pas tout simplement notre manière de voir les choses par rapport à l'éducation en général et l'éducation permanente en particulier. Et pourtant, l'éducation permanente traverse un peu pratiquement tous les événements de la société. Et nous nous sommes dit, oui, il y a eu des débats ici, des thèmes divers, l'endettement, l'état des poids ou autres, mais si avec tout cela, avec un peuple qui n'est pas assez formé et informé, donc ça ne rimerait pas à grand chose. Et nous avons félicité l'initiative en nous disant ceci rentre dans les cadres justement de l'éducation et puis l'éducation permanente. L'éducation permanente, c'est tout simplement une formation continue. Ce n'est pas nécessairement une éducation universitaire où nous allons chercher des titres ou parce que bon, il faut être quelqu'un dans la vie. Non, non, c'est l'apprentissage de tous les jours. Avoir un peuple qui, quand on lui dit tes droits c'est quoi, il connaît. Quand il y a un débat, le peuple sait participer. En fait, c'est cela. Et le constat est que au niveau du parti, nous devons nous investir dans l'éducation permanente. Et au niveau du pays, ben, il y a la moisson, comment on dit, les champs est libre en fait. Les champs est libre, donc nous invitons les uns et les autres, les acteurs politiques, les acteurs sociaux, à s'investir dans les domaines. Comme on l'avait dit l'intervenant, il nous dit que ici, par exemple, l'État belge finance, disons, toutes ces associations qui travaillent dans l'éducation permanente. Au niveau du pays, bon voilà, c'est bien de créer des associations ou autres structures pour aborder tel ou tel thème, mais c'est aussi bien de s'investir dans l'éducation permanente qui nous concerne, parce que qui dit éducation permanente dit aussi changement des mentalités. Voilà, j'ai dit et je vous remercie. Il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. C'est l'objet même du débat de cet après-midi sur l'état des droits qu'on nous a posé aujourd'hui. Je vous remercie. Sur ce, j'invite le secrétaire fédéral pour la remise des diplômes des participants. Donc, il viendra pour remettre les diplômes. Monsieur le secrétaire, s'il vous plaît. Merci, camarades rapporteurs. Merci beaucoup. Nous allons remettre les diplômes, c'est peut-être trop dire. Hein. Nous allons remettre les attestations de participation. Donc, à tous, nous tous qui avons suivi les débats, nous allons vous remettre ces attestations. Voilà. Nous commençons par le camarade, maître Francis Montblus, notre rapporteur de ce jour.
Notre intervenant de l'équipe, merci. C'est une satisfaction. Merci beaucoup. Voilà. Nous allons appeler le professeur Rick Toussaint est parti. Je vais garder et puis je le donnerai. Camarade Mbala Dimbala, l'économiste, camarade de l'UNC France. Voilà. Nous avons le camarade Joseph Burnand. Voilà. Je vais lui remettre. On va le donner. Alors, maintenant, nous donnons aux membres. Nous commençons par le secrétaire fédéral intérimaire adjoint. Voilà. Jean-Philo Bourretima. Il est là. Applaudissez quand même pour lui. Il a été très fort. On applaudit encore. Camarade Jean-Philo, à 62 ans, mais vous voyez le travail qu'il fait. Merci pour l'applaudissement. Il est encore jeune. Bravo. Voilà, nous avons le camarade Lopota, malheureusement, il n'est pas venu. Nous avons Maître Célestin Poutou, notre rapporteur de ce jour. On peut l'applaudir. C'était bien, merci beaucoup. Nous avons appelé maman Marie-Jeanne Kilé de Mawanda. Elle a toujours été là, notre maman. Elle aussi, la 63 ans, maman également. Et toujours, on a plus pour nous. Voilà, on vous donne merci. Merci. Okay. Nous avons mon camarade Petronel qui n'est pas venu. Nous allons appeler Madame Panjou Cécile. Elle est là. Voilà. Madame Panjou Cécile. Elle est occupée. Maman Petronel. Ah, maman Petronel. Maman Kilele, pardon. Maman Kilele, Limbisa. Comment maman Petronel dans la été quand maman a monté Kangam? Maman Kilele. Maman Kilele, il y a un peu ça dans. Nous avons maman là derrière. Nous avons le camarade Claude Zola, notre infatigable rapporteur et en commission de vice, je dirais le coordonnateur adjoint de la commission, l'homme en tête toujours. On applaudit pour lui, c'est lui qui va nous occuper maintenant, après la seconde. Voilà. Nous avons le camarade Gilles Sueli qui a toujours été là. On applaudit pour le camarade Gilles. Parmi les fidèles, camarade Gilles. Voilà. Merci. Merci. Nous avons le camarade Jean-Claude Mouis, le rapporteur, l'homme intellectuel de terre. Honorable, voilà. Vous pouvez déjà vous habituer avec honorable. Très bien. Bravo, honorable. Le camarade, je l'appelle le camériste patenté, l'homme du terrain, le camarade Guy Massoudi. Nous avons le camarade, notre économiste maison, l'homme libre, le camarade José Taba, qui est on applaudit pour la crème intellectuelle de l'Église. Camarade José, si vous voulez avoir les ouvrages, il est là, il en a plein. Merci beaucoup. Madame Nicole, la rapporteuse de notre commission numéro 2, numéro 3 plutôt, Ecofo. Oui. Elle était rapporteuse, en même temps elle est à la cuisine. Elle a fait comme dame. Voilà, madame est là, on applaudit pour elle. Avec, on nous prend les images, avec
Notre référent maison, le camarade Bishop Kinsey, qui a toujours été là. Papa Poule. Oui, avec c'est Kinsey ne tombera jamais. Jamais Kinsey. Kinsey ne tombera jamais. Nous avons notre Jamouy. deuxième juge sur le camarade Odon Kabouka, le rapporteur de la commission de la télé. Juridique. Secrétaire régional honoraire de l'UNTB. Alors, le camarade Roger, on vient de l'informer, il n'est pas venu malheureusement. Il a perdu son grand frère, son frère ce matin. Le camarade Roger Sissimbi, ok. Voilà, nous présentons nos condoléances, on va s'occuper de ce cas. Je peux prendre pour Oui, vous pouvez prendre. Voilà. Alors, nous allons appeler notre responsable. Moi, je l'appelle le jeune combattant. Il vient d'arriver dans le parti. Très engagé. Le camarade Idriss. Voilà, le coordonnateur en point. De l'intérêt de la jeunesse. Son titulaire n'est pas là. Camarade Idriss, très engagé. On applaudit très fort. Oui. Alors, nous avons le camarade Manza Bijan qui était venu dans la salle parmi les là. Vous allez donner après, il est parti. Merci. Nous allons appeler le camarade Mola, il n'est pas là. Camarade de Galois, Sédar, il est là. Voilà, le camarade, merci beaucoup. C'est l'invité. Il est tchadien, c'est un grand combattant, c'est un monsieur qui fait bouger la terre pour changer les choses. Merci beaucoup. Par hasard, il n'est pas le frère d'Idriss Déby. Oui, se ressemble, oui. Une forte ressemblance. Quoi. Nous allons appeler maintenant le rapporteur de la commission 3, le camarade Louis, très engagé aussi. On va dire d'ailleurs la politique de commission 2. Quelqu'un m'a dit qu'il ressemble à Serge Kaï. Comment il est à qui? À pourquoi la Serge Kaï? Voilà, les camarades Louis. C'est une fille. Hein. C'est une fille qui Ah, voilà. ça se comprend. Voilà, très engagé. Nous voulons des gens comme ça. Alors nous allons appeler maintenant le camarade Papi Koutou qui est notre secrétaire fédéral. Toujours là, toujours engagé, toujours qui contribue pour la fédération, il a toujours été Merci, merci. Pour moi-même, le camarade, voilà, le camarade, et puis moi. Merci beaucoup à la il peut écrire son nom alors. Je vais quand même appeler le camarade qui est notre invité à nous donner, et puis après je remets la parole au modérateur. Et moi-même, je n'ai pas reçu. Moi, j'invite Maman Kirele pour venir donner son certificat. Maman Kirele, tu viens donner le certificat au secrétaire fédéral. Ah, je suis honoré. Camarade Adama Aruna, camarade Aruna. Après, quand même. Je vais vous dire une histoire concernant le camarade. Je vais vous dire une chose. Il est trop petit, mais trop grand. Il vient d'écrire un livre ici en Belgique. Il a déjà un livre en Belgique. Et vous pouvez trouver, il a des temps, malheureusement, il n'a pas même. Mais je ne veux pas aller trop en détail. Il est petit, mais il est grand.
Maman qui est devant le bête. Je vais quand même prendre aussi. Maman qui a l'honneur de donner mon fils. En tout cas, je suis honoré. Le fédéral. Alors maintenant, nous allons passer, on a fini l'office du vin, nous allons passer dans l'office du vin. Merci. UNC, pour une nation toujours ensemble, l'union pour la paix, le progrès de la patrie.